Donc, on a démarré l'enregistrement si vous n'y voyez pas d'inconvénient pour pouvoir partager avec les personnes qui ne sont pas présentes. Et puis, voilà, donc la présentation, on va débuter plutôt par la partie DMP avec Eric. Mais juste avant, peut-être Antoine, si tu veux remettre en contexte le GCS Thésis, qui sommes-nous? Oui, je ne vais pas être très long. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce groupement, mais c'était l'opportunité pour nous aussi de vous le présenter. Donc, ce groupement est une organisation sans but lucratif qui existe dans chaque région de France. Le petit nom qu'on nous donne, c'est GRAD, pour Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-Santé. Donc, une structure sans but lucratif, principalement financée par l'Agence régionale de santé. Cette structure, elle est détenue et gouvernée par ses membres. Et ces membres représentent la totalité des soignants et structures de santé et acteurs de santé du territoire, tant dans le champ sanitaire que médico-social. Donc tous les hôpitaux publics, toutes les cliniques privées, toutes les associations à but lucratif ou sans but lucratif, toute la ville au travers des URPS, les biologistes, les radiologues privés et publics au travers des établissements publics, mais aussi tout le secteur médico-social, handicap et personnes âgées, détient le capital de ce groupement et décide et gouverne ce groupement. La mission de ce groupement, à l'instar de nos amis dans les autres régions de France, il est en collaboration avec l'Agence régionale de santé et la CGSS, en cohérence avec les politiques publiques de santé numérique, de déployer sur le territoire un ensemble de services numériques facilitant l'échange, le partage, la collaboration entre professionnels de santé, de manière à pouvoir apporter des réponses au décloisonnement, à l'amélioration des prises en charge. Voilà, donc un outil en région, financé par l'État, détenu et gouverné par les acteurs de santé du territoire pour faciliter la collaboration et contribuer à l'amélioration des prises en charge au travers du déploiement de services numériques utilisés par les soignants du territoire. Est-ce que c'est clair? Oui, pour moi, oui. Je ne vous embête pas plus longtemps. Oui. Vous avez des questions? Non, pas de questions? Ok, je vous laisse continuer. Alors, je vais juste remettre le diaporama en bonne et due forme. Par contre, je dois partager. Juste un instant, je partage le bon écran. Voilà. Et puis, je vais laisser la parole à Eric pour la suite. Ça, il reviendra juste après. Et voilà, Eric, je te laisse la parole. OK. Pour défiler, c'est toi qui peux le faire, c'est ça? Oui, ben, je vais le faire, tu auras juste à me dire. OK. Pardon. OK, donc je suis sur la diapo du rappel du DMP. C'est bon, Eric? C'est pas encore affiché chez moi, mais... Ah, OK. Bon, est-ce que j'ai partagé l'écran? Ah oui, normalement, oui. Oui, il est partagé, oui. OK. Ben, normalement, c'est bon. J'avais le même souci que toi l'autre jour. Ben, normalement, si toi, de ton côté, tu as le diaporama, est-ce que pour Sylvie et les autres, vous voyez bien la diapo rappel? Qu'est-ce que le DMP? Oui, on voit bien. OK, donc je pense que tu peux y aller, Eric. Eric, ça va? Eric? C'est mieux, là. Oui. C'est bon? Ouais, petite souci technique, ouais. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. OK, bon, on y va. Donc, un mot, en fait, sur le dossier médical partagé. Ça sera, on aura des présentations assez synthétiques, hein, parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire, mais bon,
il faut faire des choix par rapport au temps. Donc, le dossier médical partagé, pour rappel, c'est le carnet de santé informatisé, numérique, du patient. C'est la possibilité pour les professionnels de santé et les structures de soins d'accéder aux informations médicales qui sont utiles à la prise en charge du patient. Uniquement, bien sûr, les professionnels de santé et les établissements qui sont autorisés, et on y reviendra tout à l'heure. L'objectif principal, c'est renforcer la coordination des soins, en particulier la coordination des soins entre la ville et l'hôpital, puisqu'on se rend compte que les informations médicales, en particulier les informations médicales importantes, ne sont pas toujours accessibles lorsque c'est nécessaire. Et donc le DMP, du fait de la numérisation et du fait de la mise en réseau, permet d'accéder aux informations médicales essentielles. L'accès du DMP se fait pour le professionnel de santé grâce à son logiciel qui est compatible DMP. Il peut se faire également par le site internet dmp.fr ou par l'application DMP, accessible donc le site accessible aussi bien par le professionnel que par le patient, et l'application uniquement par le patient. Donc l'objectif quand même, c'est que le professionnel, lui, utilise, grâce à son logiciel de professionnel de santé, il y a des fonctions intégrées directement dans le logiciel, ce qui est quand même beaucoup plus facile d'accès et rapide. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, le DMP, bien sûr, il est confidentiel au regard des informations médicales qu'il contient, mais il n'est pas obligatoire. On a toujours la possibilité aujourd'hui et à l'avenir de ne pas adhérer au dispositif. Ça ne freine en rien, bien sûr, les remboursements d'assurance maladie. Il n'y a aucun impact, je dirais, autre, si ce n'est qu'on se dispense des avantages du DMP. Il concerne en fait aussi bien les majeurs que les mineurs, et quel que soit le régime de protection de sécu de la personne. Donc le partage, on l'a vu déjà. L'autre avantage du DMP, entre autres, c'est qu'il permet, en cas d'urgence, d'accéder aux informations rapidement. Donc si il m'arrive quelque chose de grave avec le SAMU m'amène, le médecin qui me prendra en charge, qui ne sera pas mon médecin habituel, aura accès aux informations principales qui me concernent. Les patients également peuvent être acteurs en termes d'alimentation des informations médicales, parce qu'ils peuvent ajouter, donc en allant sur le site dmp.fr ou à travers l'application DMP, ajouter des informations qu'ils jugent importantes. Ça peut être une allergie à ceci, ça peut être une copie d'éléments médicaux, enfin bref, il peut y avoir des éléments divers et variés. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le DMP ne se substitue pas au dossier professionnel qu'a le médecin ou le professionnel de santé en général. C'est-à-dire que le dossier professionnel, il comporte en fait beaucoup d'informations. Il est à la disposition chez le professionnel de santé en question. Et ce qui le distingue du DMP, c'est que le DMP, lui, il est en réseau, donc accessible, comme je disais, à l'ensemble des acteurs de santé. Et que le DMP va comporter en fait une synthèse des informations médicales. Suivant, s'il te plaît. J'arrive. OK. Donc, bien évidemment, vu la nature des éléments, il s'agit d'un service qui est hébergé sur un serveur de très haute sécurité, validé par le ministère en charge de la Santé, mais également, bien évidemment, ça passe par la CNIL, avec des conditions de crypto quand même assez... Enfin, c'est ce qui se fait de mieux
en France. Les informations du DMP, bien sûr, relèvent du secret professionnel et le patient conserve le contrôle de son DMP, c'est-à-dire qu'il a non seulement un identifiant et un mot de passe pour y accéder, mais c'est le même principe que les comptes bancaires. Vous avez une double authentification à travers un autre vecteur. Ça peut être le téléphone portable, donc on reçoit un code à chaque connexion. Ce code, donc, soit à travers grâce à son téléphone portable, ou alors par mail. C'est au choix de la personne. Les professionnels de santé accèdent bien sûr au DMP grâce à la carte CPS et grâce aux droits qu'ils ont de par leur activité. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste aura accès à certaines informations que n'aura pas le kiné, par exemple, ou l'infirmier. Donc, selon les profils, selon les professions, les informations vont être affichées en conséquence. Donc, il y a une matrice, comme on dit, d'habilitation qui permet à chacun, selon son activité, d'avoir uniquement les informations susceptibles de le concerner. Les accès des professionnels de santé sont tracés et accessibles aux patients et ainsi qu'aux médecins traitants, c'est-à-dire que le patient, lorsqu'il va se connecter sur son compte individuel, sur dmp.fr, il saura ce qui a été, il aura un historique des consultations, qui a consulté quoi et quand. Donc c'est quand même, vous voyez, en termes de sécurité, du haut niveau, puisque là, on a vraiment une historisation des consultations. Donc pas uniquement nominative, mais également des documents qui ont été consultés. Donc, traçabilité pour le patient et pour le médecin traitant. Suivant, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui contient ce DMP? Ça a évolué un petit peu, parce que sur les premières versions, en fait, les informations qui étaient fournies n'étaient pas toujours bien classées. Et donc là, depuis plusieurs mois maintenant, le DMP est organisé en 10 espaces que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez un onglet synthèse, un onglet traitement, analyse, imagerie, les certificats, les comptes rendus, ce qui concerne la prévention. Vous avez un volet mixte vaccination, carnet de vaccination, qui lui peut être complété aussi bien par le professionnel de santé que par le patient. Vous avez également pour le patient un espace personnel, c'est-à-dire que vous avez par exemple la possibilité d'alimenter les personnes à prévenir en cas d'urgence avec leurs coordonnées. Et enfin, vous avez vers la droite, là, vous avez données de remboursement, c'est-à-dire que l'assurance maladie alimente systématiquement, mensuellement, les comptes des patients qui ont eu des remboursements. Et donc, elle émet dans cet onglet des traces des prestations qui ont été émises, et en particulier tout ce qui concerne les médicaments. Donc, on saura si tel et tel type de médicament a été utilisé ou pas. Enfin, en tout cas, remboursé par la Sécu. Est-ce que vous avez... Donc, vous voyez que sur les sujets, vous avez ce qui est très actualité, bien sûr, c'est les analyses. Vous avez une partie imagerie, hein, pour tout ce qui est radiologie. Vous avez tout ce qui est compte rendu. Ça, c'est très important, puisque, en particulier, lorsque l'on va à l'hôpital, ou en tout cas chez les médecins spécialistes également, même chez le généraliste, enfin c'est plus le cas des spécialistes et des hôpitaux cliniques. Vous avez donc des comptes rendus qui sont regroupés dans ces différents types d'onglets. Next. Eric, Oui. J'avais une petite question ici. Oui.
L'imagerie, est-ce que c'est quelque chose qui sera disponible dès 2022? Est-ce que tous ces espaces seront disponibles dès 2022? Ah, normalement, c'est déjà disponible. Et donc, Là, l'imagerie, récemment, ça a été... ouais, d'accord. Les comptes rendus d'imagerie, du coup, ou les images également? oui, oui. Mais pour peu que, les professionnels concernés alimentent le DMP. OK, d'accord. Mais la classification est prévue, elle est avec ces 10 espaces. OK. OK. Et Madame Lossi aussi qui dit dans le chat, en tant que patient, pouvons-nous également déposer nos analyses et notre imagerie? Oui, attends, oui, bien sûr, on peut le faire, Muriel, hein. Chacun peut alimenter des documents. Alors évidemment, la valeur, je dirais, médicale de l'information sera prise en compte par le professionnel. C'est-à-dire que si je mentionne sur un document libre, j'écris que je suis allergique à telle et telle chose, ça aura peut-être moins de valeur. Bon, on va le prendre en compte, on fera attention, bien sûr, mais le professionnel qui aura un compte-rendu médical d'un professionnel, puisque dans le passé, on a très bien pu consulter un médecin qui a reconnu qu'on était allergique. Donc, si on a un document d'un professionnel de santé qui dit qu'effectivement, Madame Intel est allergique à tel type de produit, ça aura une plus grande valeur, bien sûr, au niveau de l'analyse qu'aura le professionnel de santé. Mais oui, tu peux joindre un document médical dans ton dossier médical. Et donc, il arrivera dans l'espace personnel, du coup. Oui, ça ira dans l'espace personnel. Alors, les alimentations, vous voyez les différentes rubriques qu'il y a là. Ce qu'il faut se dire, c'est que concrètement, dans la pratique, le professionnel n'a pas, à travers son logiciel, il n'a pas à dire, bon, bah, ce document-là, je vais mettre là, cet autre document, je vais mettre là. C'est le logiciel qui, par la nature du compte-rendu, il le fait déjà sur son logiciel de professionnel de santé. Du fait qu'il est compatible, le professionnel va cocher, va sélectionner simplement le document et va dire transmettre vers le DMP. Donc le logiciel va savoir qu'il s'agit d'un compte-rendu, puisque ce sera déjà dans une rubrique de compte-rendu dans le logiciel, quoi. D'accord. Donc, je passe à la suivante. OK. Donc voilà quelques exemples de documents que les uns et les autres peuvent ajouter. Alors, ce ne sont que des exemples, hein, c'est je dirais les éléments vraiment fondamentaux, professionnels, ou enfin en tout cas acteurs de soins par acteur de soins. Vous voyez par exemple sur le médecin traitant, c'est le volet synthèse médicale qui est très important. Chez un spécialiste type cancérologue, il peut avoir le dossier communicant de cancérologie, les comptes rendus de biologie. Et sur les établissements de santé, par exemple, vous avez tous les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus opératoires, etc., etc. Ou la consultation hein, que fait un professionnel en milieu, dans un établissement de santé. Chez les EHPAD, vous avez le dossier de liaison d'urgence, le DLU. Donc tous ces documents, grâce au logiciel des professionnels qui seront compatibles, enfin qui sont déjà aujourd'hui très majoritairement compatibles de DMP, pas tous, mais très très majoritairement. Donc ces informations, si le logiciel est correctement paramétré, parce que bon, malheureusement, on voit aussi qu'il y a des cas où ce n'est pas toujours bien paramétré, il faut que le professionnel aille cocher, etc. Et le logiciel ne le propose pas de façon paramétrée, de façon automatique. Donc, sous cette réserve-là, le professionnel va alimenter, avec ses documents, le DMP du patient. Voilà. Prochain. Alors, à La Réunion, un petit point de situation sur le dossier médical partagé. Donc, La Réunion, vous voyez vers la droite les courbes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été sur, depuis, en gros, La Réunion, c'est
mi-2018, en fait, on a commencé réellement les actions DMP. Ça a mis du temps à démarrer auprès des professionnels de santé, comme dans les autres départements d'ailleurs de France. Donc on était plus sur la phase de création, d'incitation à la création. Et petit à petit, bien sûr, on est passé à création et utilisation. Et maintenant, on est sur uniquement l'utilisation. On va le comprendre dans les diapos suivantes. Donc, ce que vous avez là, c'est le taux d'alimentation, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des dossiers créés à La Réunion, enfin dans les départements, hein, chacun. On regarde le nombre de dossiers créés en fin d'année 2020, nombre de dossiers DMP, et on regarde quel est le ratio d'alimentation. Donc, vous voyez que La Réunion est en vert sur le graphe. Et on a démarré, en fait là c'est fin janvier, j'aurais pu mettre fin décembre, on était à 3%, 3-4% seulement tout début janvier on va dire. Fin janvier on est à 7%, donc vous voyez qu'il y a quand même une montée qui est régulière, qui suit la tendance nationale. La tendance nationale vous l'avez en rouge au-dessus, avec les points rouges et les tirés. Donc on a repris quand même on suit le même rythme on va dire que le national. Donc on arrive fin juin à 13,85% d'alimentation, en sachant que notre objectif CPG, il était de 8,45. Donc on est un peu en avance, on va dire, sur l'objectif. Il faut savoir également que la plupart il y a à peu près 50, enfin c'est pas à peu près, il y a exactement 50 départements qui ont atteint leur objectif à fin juin. Donc on voit qu'il y a quand même un élan réalisé par l'ensemble des caisses. Facilité ou pas, je ne sais pas si on peut le dire finalement par le contexte sanitaire. Ça a été le cas au début. Après, c'était quand même plus compliqué pour faire la promotion à distance, parfois. Quoi qu'il en soit, on arrive, vous voyez au niveau national, à un taux d'alimentation de 24%. Et on voit que la Réunion, par rapport aux autres DOM, mais également par rapport à l'Île-de-France. L'Île-de-France, vous l'avez en noir dessous dans le graphe. L'Île-de-France, c'est à un petit peu moins de 8,50 en taux d'alimentation. Donc c'est peu. Nous aussi, ce n'est pas non plus phénoménal, 13,85%. Après, il faut ramener ça aussi à je dirais, ce qui est fait concrètement, c'est-à-dire que les professionnels de santé ont créé en priorité les DMP pour les patients qui, entre guillemets, en ont plus besoin, les pathologies les plus lourdes ou les actes les plus conséquents d'un point de vue médical. Donc, vous voyez vers la gauche que en métropole, enfin pas en métropole, c'est sur la France globalement, là, l'objectif était de 25%, enfin il est de 25% en fin 2021, donc on va très probablement l'atteindre, puisqu'on est déjà en fin juin à 24%. Ça correspond à 2 millions 100 de DMP alimentés, et en nombre de documents, on est à 42 millions. Donc c'est loin d'être négligeable. Ça confirme en fait les éléments que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le dossier est quand même bien alimenté. C'est-à-dire que lorsqu'il est créé, il contient quand même pas mal d'informations. À La Réunion, dessous, vous avez un peu moins de 6000 DMP alimentés à fin juin, et vous avez un peu plus de 30 000 documents ajoutés. Donc vous voyez qu'on a en moyenne au moins 5 documents par DMP. C'est une moyenne. Et ce taux d'alimentation, vous voyez en orange, le taux d'alimentation, là, c'est uniquement celui réalisé par les professionnels de santé. C'est-à-dire que, pour rappel, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'assurance maladie ou l'usager peuvent également alimenter. L'usager le fait rarement, honnêtement, hormis certains qui ont peut-être des pathologies un peu plus lourdes pour lesquelles les infos ne sont pas remontées. Mais l'assurance maladie alimente également mensuellement les informations. Alors, on va sur la transition. C'est quoi? C'est, vous savez peut-être, à fin juin, la création du DMP a cessé pour la préparation de mon espace santé.
Donc, mon espace santé et l'objectif, on le voit bien, c'est que même s'il y a eu beaucoup d'efforts des caisses, le nombre, la part de la population qui est concernée par le nombre de DMP créés est modeste. Et donc, le principe a été, on a fait d'abord une enquête pour voir quelle était la position des gens, de manière générale, par rapport à ce DMP. Est-ce qu'il y avait des craintes sur le fait qu'il y avait des informations sur le réseau, etc. Globalement, c'est-à-dire qu'il y a plus de 72% des gens qui se disent intéressés, qu'ils aimeraient bien l'avoir. Sauf que ils ne font pas la démarche, puisque là, c'est une démarche volontariste. Donc, qu'est-ce qui a été retenu au niveau national, c'est qu'on va généraliser ce DMP à travers un espace qui est plus conséquent encore, qui s'appelle donc Mon Espace Santé. Et cet espace santé, lui, va être généralisé pour l'ensemble de la France à compter du 1er janvier 2022. Donc, vous voyez la petite frise dessous. La généralisation, effectivement, début 2022. Par contre, on a cessé le fin juin parce qu'il y a déjà 3 départements qui ont commencé en réel pour cette mise en place de mon espace santé. Concrètement, c'est quoi? Il s'agit déjà d'informer donc il y a une phase de com, bien sûr, générale, et puis une phase de com personnelle, c'est-à-dire qu'on va informer individuellement les gens. Donc il y a quand même beaucoup de personnes, on est à peu près 4 millions, 4 millions de personnes sur la première tranche avec la phase pilote. Donc il y a 4 millions de personnes qui sont contactées pour informer qu'on met en place mon espace santé, ce que c'est, etc. Et que si elles souhaitent s'opposer à cette création, il faut qu'elles fassent connaître. Donc c'est ce qu'on appelle le délai d'opposition, la position opt-out, là, dans la zone orange. C'est-à-dire qu'à partir de l'envoi du courrier ou du mail, les usagers disposent d'1 mois pour manifester, pour s'opposer surtout à la création de mon espace santé. Après ce délai, en fait c'est 1 mois et 10 jours, c'est-à-dire qu'on attend un petit peu, on crée de façon automatique, le système va générer de façon automatique, par étape bien sûr, parce qu'il y a quand même 4 millions de personnes, encore une fois, mon espace santé. Donc, ce qu'elle veut dire concrètement pour ces départements pilotes, vers septembre, puisque là, vu les vacances, ils ont décalé un petit peu quand même, puisque les gens ne sont pas forcément chez eux, etc. Donc, les premiers espaces seront réellement créés à compter automatisés à compter de septembre, pour ces 3 départements. Pour la Réunion, vous voyez que, comme pour les autres départements, donc, la communication va démarrer à compter la communication ciblée, individuelle, va commencer début janvier. Le national va sûrement faire une campagne de com en fin d'année, novembre-décembre, sur l'espace santé. Et la création automatique se fera pour tous les départements qui restent, donc nous aussi, à compter de mi-février jusqu'à fin avril 2022. En attendant, l'alimentation du DMP est toujours possible. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a bloqué la création que l'alimentation cesse. Donc nous, notre objectif, notre combat presque, c'est de continuer à prôner pour l'alimentation du DMP. Parce que bien évidemment, le DMP va être intégré dans mon espace santé et toutes les infos alimentées aujourd'hui seront conservées pour l'année prochaine. À compter de janvier, vous voyez sous les dates de janvier, février, mars, etc., en bleu, vous avez la possibilité de créer, si vous le souhaitez, dès janvier, si vous souhaitez le faire, vous pouvez également dire « je vais sur Internet et je crée mon espace santé ». Donc l'ouverture en fait, des fonctionnalités de mon espace santé se fera en 2 temps. La première phase dont je parlais va concerner donc uniquement les caisses pilotes, et ne va concerner que les rubriques DMP et messagerie. Je vais détailler juste derrière ce que c'est. À compter de janvier 2022, donc c'est pour l'ensemble de la population,
création de mon espace santé. Donc 69 millions de personnes, ça intègre les 4 millions, parce que vous voyez que sur la phase pilote, on a créé DMP et messagerie. Par contre, les deux autres rubriques, agenda et store, ne seront déployées qu'à compter de janvier 2022. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette frise-là, enfin sur ce sujet-là de manière plus large? Ça va? Ça va pour le moment. Alors, donc voilà mon espace santé, à quoi ça va ressembler. Vous avez quatre onglets. Le premier, donc, c'est le dossier médical. On ne parle plus de dossier médical partagé, mais en fait, c'est la même chose, hein. C'est le dossier médical, c'est ça le terme exact, on va dire, qui, lui, encore une fois, donc, va récupérer, pour ceux qui ont déjà un DMP, récupérer toutes les informations du DMP, ça va passer, bien sûr, dans le dossier médical. Donc, même principe, hein, exactement la même chose, pour l'instant, en tout cas. Consultation, alimentation, etc., d'informations médicales. Deuxième partie, à droite, vous avez la messagerie sécurisée. Donc là, on parle de messagerie sécurisée du patient. Parce que vous savez que les professionnels aujourd'hui disposent déjà d'un système de messagerie sécurisée. Donc là, c'est l'autre versant, c'est-à-dire on offre la possibilité aux patients d'accéder à une messagerie sécurisée où il pourra échanger de façon fiable des informations médicales, hein, personnelles, et donc le professionnel de santé ou le patient ou les établissements pourront donc échanger de façon sûre sur cette messagerie sécurisée. Troisième point en bas à gauche, l'agrégation des événements. Donc on a en fait accès à un agenda. Donc cet agenda, il offre en fait la possibilité de noter les informations importantes. Par exemple, vous avez information médicale, bien sûr. À 9 ans, 12 ans, qui est prise en charge des médicales qui concernent les différentes personnes, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes cardiaques. Ça coupe, Eric. Comment? Ta connexion, je pense qu'elle n'est pas très bonne. Et éventuellement, si tu peux couper ta vidéo, peut-être. Parce qu'on en perd des bouts. Attends, je suis en plein là. Et on va devoir accélérer un tout petit peu parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps pour toute la suite. OK, c'est bon, Eric, tu as coupé ta vidéo. Je pense que tu peux poursuivre. Okay. Tu es toujours là, Eric? Eric, il y a ton micro qui est coupé. C'est bon, je suis là. Ah, OK, c'est bon, on t'entend. OK, donc on était... Oui, on t'entend bien. Donc, on était à l'agenda, donc tu disais qu'il allait y avoir des événements du parcours de soins. Typiquement, j'imagine, il y a les rendez-vous chez le dentiste pour les enfants qui sont remboursés à 100% par l'assurance maladie, à 6 ans, 9 ans, des choses comme ça. Les vaccins peut-être aussi. Ton micro est recoupé. Eric, tu as coupé ton micro. Oui, ça va mieux là. Je t'avais mal entendu, ça a été très haché. Donc je termine. C'est bon pour le son? Oui, c'est bon pour le son. Okay. Donc je termine juste sur le store. Donc ce sont des applications qui sont validées en fait par l'État. Par exemple, quelque chose sur le diabète
diabète. Donc, on aura une application de suivi du diabète, par exemple, qui sera intégrée à mon espace santé. Voilà. Donc, février-avril sont les créations automatiques de mon espace santé à La Réunion. Voilà pour moi. Et ensuite, il y avait la dernière diapo ici. Alors, dernière diapo sur les actions qu'on a eues ou que l'on va faire donc en lien avec Thésis et l'ARS. L'objectif, bien sûr, c'est inciter à l'utilisation du DMP, des MSS, etc. Donc, il y a plusieurs publics que vous voyez à l'écran, les hôpitaux, en particulier les hôpitaux publics et privés, les médecins, les EHPAD et les labos. Donc là, c'est vraiment des publics qu'on a visés, qu'on continue de viser. Les infirmiers également. Et donc, pour les mois qui viennent, les radiologues, les pharmacies de ville, et puis après d'autres professionnels selon je dirais, le timing de la Caisse nationale d'assurance maladie. Simplement un mot sur la communication au niveau national, au niveau de l'assurance maladie. On nous demande de ne communiquer sur mon espace santé uniquement auprès des professionnels de santé, enfin au niveau des acteurs de santé, et qu'on reste pour l'instant sur des informations générales. Et la communication, en fait, se fera après le feu vert du national, quoi. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de mon espace santé. Si on est sollicité, on peut parler évidemment on va y répondre, mais avec des informations générales qu'il y a sur le site. Hein, mais on ne va pas faire de la promotion pour l'instant sur mon espace santé. On répond entre guillemets aux questions si on est interrogé. Et on a des informations pour l'instant de toute façon relativement généralistes. On a le principe, enfin ce que je viens de vous dire, quoi. D'accord, ok. Très bien, donc c'est voilà bon pour moi. Ouais. Donc on va pouvoir, merci pour cette présentation détaillée. Ça nous permet d'être un peu plus à jour sur ce qui arrive là avec le DMP. Donc peut-être juste fermer ton micro éventuellement, Eric, pour pas qu'il y ait d'interférence. Okay, merci. Donc, on va prendre la suite avec Aurélie pour vous présenter le service régional de coordination. Donc, c'était la demande du docteur Miranda qui voulait qu'on présente à certains intervenants de la CGSS et à Boris également, qui est arrivé récemment, et Marie qui a rejoint aussi le service de la DESI. Donc, voilà, pour vous montrer un peu où on en est aujourd'hui dans l'e-service Thésis. Et comme le dit Eric, on travaille en étroite collaboration avec le service d'Eric parce que sur le terrain, avec les médecins généralistes, mais aussi dans les établissements, voilà, vous allez voir comment on est articulé et pourquoi c'est important qu'on le soit pour que les acteurs comprennent bien ce qu'on fait et ce qui est déployé au niveau régional en termes d'outils numériques. Donc, aujourd'hui, Thésis Connect, c'est vraiment ce qu'on appelle dans notre jargon un peu la grosse machine et qu'on appelait anciennement la plateforme régionale. Donc, sur Thésis Connect, on a l'ensemble des comptes rendus qui sont envoyés par les établissements de santé à La Réunion. Donc, les établissements, en premier, on avait le CHU. Donc, jusqu'à 2018, il n'y avait que le CHU qui envoyait ses comptes rendus sur la plateforme régionale. Donc, à partir de leur logiciel, leur DPI, c'était envoyé, aussitôt que c'était signé, c'était envoyé au destinataire, à condition que le numéro RPPS du destinataire soit bien renseigné dans leur annuaire. Ça arrivait bien sur la plateforme et le professionnel, dans nos outils régionaux, la plateforme régionale, il pouvait aller récupérer les comptes rendus. Donc, jusqu'à 2018, que le CHU. Par contre, après, le GHR a été raccordé, le CHOR également. Ensuite, on a eu l'année dernière un gros boom avec tous les centres d'imagerie médicale à La Réunion. Donc, Saint-Benoît, qui est sur le point d'être accordé aussi, mais sinon, on a l'ensemble des cabinets d'imagerie qui envoient leurs comptes rendus et leurs images.
Et donc, dans le service régional de coordination, ça permet aux professionnels qui se connectent de visualiser les images. Donc, pas seulement les comptes rendus, mais d'avoir accès à une visionneuse d'images, zéro, qui est de très grande qualité et qui évite finalement aux patients de se promener avec son CD, avec ses images. Donc, ça rend service à tous les radiologues de l'île, mais aussi à des spécialistes comme des neurologues en ville, des gastro-entérologues en ville, qui accèdent plus facilement à ces informations. Donc, au-delà des établissements publics, il y a aussi des cliniques et des établissements privés. Bethesda, Horus, Tamarin, Flamboyant sont tous raccordés. Donc, ça a été fait cette année. Et à venir, l'ASFA, l'hôpital d'enfants, et Clinique Future. On était sur le point de le faire cette semaine, mais voilà, ça ne saurait tarder. Donc, Clinique Future, qui était très attendue, entre autres à Saint-Denis, parce que les grands pourvoyeurs de compte rendu, c'est le CHU et la clinique Sainte-Clotilde. Également, le Centre régional de coordination et de dépistage des cancers qui envoie ses comptes rendus. Les comptes rendus de RCP cancéro qui sont envoyés également sur la plateforme. Et puis, des synthèses qui sont créées par les composantes de la plateforme territoriale d'appui. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail de cette PTA et des outils qu'ils utilisent. Donc, en gros, quel est l'avantage de Thesis Connect? Pour les établissements, c'est un gros avantage parce qu'ils envoient chez nous. Et puis, en envoyant sur Thesis Connect, ils envoient à la fois dans le service régional de coordination qu'on va vous présenter juste après, mais également, ils peuvent envoyer par messagerie sécurisée parce qu'à partir de Thesis Connect, nous, on gère chez nous les préférences de réception des destinataires, des professionnels libéraux. Donc, depuis novembre, le professionnel, on va parler du médecin généraliste, au début, c'était notre cible prioritaire. Le médecin généraliste a la possibilité de choisir sa préférence de réception. Soit il dit, c'est bon, moi, je vais dans le lien. Donc, lien, c'est l'application du service régional. Je vais dans le lien, je consulte mes comptes rendus, ça me va. Un autre va nous dire, moi, je préfère que ça arrive sur ma messagerie sécurisée de santé. MS Santé, que ce soit la Mailise, la MSSOIS, c'est pareil, parce que je reçois déjà beaucoup de comptes rendus de spécialistes en ville et je veux avoir tout au même endroit. Et d'autres, en plus de ça, ont leur messagerie MS Santé Mailise intégrée dans leur logiciel métier. Donc, une messagerie qui est compatible, qui est bien intégrée dans leur logiciel, ce qui leur permet de ranger plus facilement les comptes rendus qu'ils reçoivent, et ils en reçoivent beaucoup. Parler des médecins généralistes, c'est entre 15 et 30 comptes rendus par jour, surtout depuis qu'il y a l'imagerie. Dans les établissements, ils peuvent avoir accès au PACS, donc au compte rendu d'imagerie, aux images, particulièrement le PACS. Le professionnel en ville peut dire, moi, finalement, je ne suis pas informatisé. Bon, ça concerne 4% des médecins de ville, c'est pas beaucoup, mais certains ne sont pas informatisés du tout, mais ils souhaitent quand même avoir le courrier postal. Donc, à partir de, normalement, c'est septembre, nous, on fait affaire avec un prestataire édité qui a été sélectionné et finalement, on matérialise le courrier sous format papier et il sera envoyé aux professionnels qui auront choisi. Mais ça veut dire que l'établissement, lui, il se décharge de ça. Donc, il va gagner en temps secrétariat pour l'impression des comptes rendus, la mise sous pli, l'envoi et il s'assure de vraiment envoyer le compte rendu de la manière la plus appropriée pour le professionnel en face, pour le destinataire. Donc, ça rend service à l'établissement, aux établissements qui font des économies d'échelle pour l'envoi des courriers papier et le temps de secrétariat. Et ça rend service aux professionnels en ville qui peut recevoir son compte rendu de la meilleure manière, en tout cas selon sa préférence de réception, pour lui faciliter le travail. Et enfin, évidemment, on envoie au service régional de coordination par messagerie si c'est choisi, par courrier postal si c'est choisi, mais automatiquement au DMP si le DMP a été créé, comme le disait Eric. Donc, c'est vrai que quand on fait des présentations d'établissements avec Eric, là, cette année, on parle du DMP, on parle des établissements et la question est souvent comment les établissements font pour alimenter le DMP. À la Réunion, c'est principalement en passant par Connect que l'alimentation du DMP se fait. Connect, c'est une interface, il y a une interface utilisateur, on dépose nos
c'est des flux automatiques? C'est des flux automatiques. Donc ça, c'est un back-office, quoi. Eux, ils ne le voient pas. Non, ils ne le voient pas. Donc finalement, comme au CHU, par exemple, c'est depuis Crossway. Donc c'est quand ils ont fini de rédiger leur compte-rendu, ils sélectionnent les destinataires avec le numéro TPS et ils signent le compte-rendu électroniquement. C'est transparent pour eux. Ça passe par Thesis Connect et c'est envoyé au destinataire selon ses préférences de réception. Donc, c'est tout voilà, c'est transparent pour l'utilisateur, ceux qui envoient. Donc, après, selon l'établissement, je sais qu'au Tamarin, au Flamboyant, ils ont des manipulations un peu supplémentaires à faire. Ce n'est pas que la signature électronique, mais il y a aussi l'envoi. Selon le logiciel, ce ne sera pas tout à fait de la même façon que ça va se passer, mais ils ne doivent pas aller déposer leur compte rendu sur Thesis Connect. Voilà, donc là, ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que ces comptes rendus sont envoyés sur Thesis Connect et après, ils sont, on va dire, dispatchés en bon français dans les différents services et selon les préférences des utilisateurs. Donc, Thesis Connect, comment ça se passe avec, comment c'est lié au service régional de coordination? Donc, déjà, le service régional de coordination, ce qu'on appelle aujourd'hui le service régional de coordination, anciennement, c'était plutôt connu sous différentes applications, donc Lien, OIS 360 et maintenant Lien Lab, qui est l'application mobile qui a commencé à être déployée en janvier. Donc, Lien, OIS 360 bientôt va être renommé Lien Parcours pour vraiment parler d'une gamme de services de coordination parce que ce sont des outils qui sont synchronisés, qui sont tous liés finalement à la même base de données. Et voilà, pour que ce soit mieux compris par les utilisateurs aussi. Donc, quand on parle du service régional de coordination, en fait, c'est des fonctionnalités de ce service qui aident à la coordination des soins. Et donc, en fonction des professionnels, on peut adapter les fonctionnalités qu'on propose. Donc, ici, voici l'ensemble des fonctionnalités dont on dispose dans ce service et qui pourront être agencées selon les besoins des utilisateurs. Donc, des fonctionnalités liées aux documents du patient, donc soit l'accès ou l'ajout de documents. Une messagerie instantanée, aujourd'hui on parle, on dit plutôt de chat pour éviter la confusion avec la messagerie sécurisée de santé, parce que souvent il y a la confusion, et la messagerie sécurisée qui est complètement décorrélée de ces outils, en tout cas aujourd'hui. Et donc, ici, c'est plutôt un chat, soit en professionnel autour d'un patient et qui permet l'échange sécurisé de documents, par exemple de manière ponctuelle. On peut se partager des photos d'une plaie ou d'un problème dermato ou autre, ou un compte-rendu tout simplement qu'on voudrait s'échanger à l'instant T. Ensuite, les fonctionnalités liées à la gestion de parcours, donc création de dossier de coordination, accès à l'équipe soignante, la gestion de l'équipe soignante, des observations, la gestion du PPS, plan personnalisé de santé, l'agenda partagé, la visualisation des tâches du PPS, des évaluations, la possibilité de faire des réunions de concertation, le télésuivi et les constantes, sachant que tout n'est pas nécessairement déployé aujourd'hui. Donc, on va y revenir après. On va parler de l'outil vraiment de coordination lien parcours. Donc, juste un mot sur… Une question, Annie. Oui. J'ai une question de Myriam. Ah, d'accord. Justement, tous les médecins, donc c'est Mme Lossi, est-ce que tous les médecins généralistes sont abonnés à Thesis Connect? Donc, c'est une très bonne question. J'y arrivais là maintenant. Justement, quand on parle de Thesis Connect, voilà, c'est que les comptes rendus passent par Thesis Connect pour arriver dans le service régional de coordination. Aujourd'hui, les médecins généralistes à La Réunion connaissent très bien Lien, voilà, comme outil pour récupérer les comptes rendus des établissements réunionnais. Donc, c'est celui qui est le plus connu. Donc, aujourd'hui, on est à plus des 3/4 des médecins généralistes qui peuvent se connecter à Lien pour récupérer les comptes rendus. Précisément, on est à 82% des médecins généralistes libéraux, 66% des spécialistes libéraux.
Et donc, ça, c'est vrai que c'est un travail d'arrache-pied qu'on a fait dans les 5 dernières années pour vraiment les sensibiliser à cet outil, à cette possibilité de récupérer les comptes rendus. Surtout, la grosse plus-value, c'est par exemple pour un compte rendu des urgences qui est produit dans la nuit, le médecin, il a une notification et tout de suite le matin, il peut consulter le compte rendu des urgences. Et autrement, il n'est pas nécessairement informé que son patient est passé par les urgences. Donc ça, c'est vraiment une grosse plus-value de l'outil. Autrement, quand ce sont d'autres types de comptes rendus de consultation, comme ce n'est pas toujours produit à l'hôpital, ce n'est pas toujours produit tout de suite quand la consultation a eu lieu. Donc, bon, des fois, il y a toujours un petit délai avant que ça arrive, mais bon, c'est lié plutôt au délai de la rédaction du compte rendu. Et donc, l'IA, il s'adresse surtout aux médecins qui souhaitent d'abord avoir un accès rapide et synthétique à l'information essentielle. Donc, lire les comptes rendus, éventuellement consulter l'équipe de prise en charge du patient si c'est renseigné. Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'outil incontournable de la communication via l'hôpital. Mais bien sûr, c'est parce que c'est là où se trouvent les comptes rendus aujourd'hui, où les professionnels peuvent aller les chercher. Donc, on est à plus de 3 millions de comptes rendus disponibles dans l'entrepôt régional. Mais vraiment, avec l'arrivée du DMP, on sait bien qu'il va y avoir une transition où ces comptes rendus, s'ils sont disponibles dans la base nationale DMP, c'est là que pourront aller chercher les professionnels leur compte rendu. Donc là, c'est pour vraiment y aller un peu rapidement sur Bien. Donc, ils accèdent au compte rendu par cet outil. Et là, je laisse la parole à Aurélie pour la partie OIS 360. Alors, comme Annie vous a présenté donc, le lien rapidement, qui est l'outil, comme elle le disait, en plus pour le médecin, qui peut avoir une vue synthétique et accéder principalement aux documents. C'est la première déclinaison, on va dire, de ce service de coordination qu'on propose. Et un deuxième volet qu'on peut mettre à disposition des professionnels, c'est ce qu'on appelait jusqu'à maintenant OIS 360 et qui va être, donc, comme le disait Annie, renommé Bien Parcours dans cette logique de gamme de services qu'on propose. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a Thesis Connect qui est la base avec toutes les données, toutes les informations, et ces informations sont mises à disposition dans différents outils qu'on propose, sachant que ces outils sont proposés en fonction des besoins et des usages de chaque population d'utilisateurs. Donc, on parlait de liens pour les médecins parce qu'ils veulent récupérer des documents. On va le voir sur OIS 360, on est plus sur une logique de parcours avec une gestion et un suivi des parcours et une coordination un peu plus approfondie. Alors, on a repris ici un peu les fonctionnalités qu'on avait jusqu'à maintenant, que Annie vous avez présenté tout à l'heure. Donc, toutes ces fonctionnalités peuvent être proposées dans cet outil qu'on appelle OIS 360 en fonction des demandes et des besoins de chacun des utilisateurs. Et comme ça, de la même façon qu'on construit une construction en Lego, on va comme ça venir construire ensemble avec les utilisateurs un outil qui correspond à leurs besoins. Par exemple, on va, pour une partie des professionnels des utilisateurs, parce qu'ils en ont besoin, leur donner accès aux documents, leur mettre à disposition le chat pour qu'ils puissent échanger avec leurs confrères et puis leur permettre de visualiser les tâches du PPS. Donc ça va être un dossier qui sera créé pour, je ne sais pas, je dis ça au hasard, pour les médecins par exemple, et puis pour les infirmiers, les besoins seront un peu différents et on leur proposera un dossier, soit un dossier de coordination si le besoin est d'avoir un réel dossier, soit une application telle que Bien ou l'application mobile qui répondrait plus à leurs usages. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un peu modulables et surtout personnalisables en fonction des spécificités de chacun. Comme la création de dossiers en elle-même, qui peut être d'ailleurs aujourd'hui, dans les principaux utilisateurs qu'on a, donc qui sont essentiellement les coordonnateurs de réseau,
ont cette possibilité de créer des dossiers, mais d'autres professionnels pourraient avoir besoin d'avoir ces informations sans forcément avoir le besoin de créer eux-mêmes les dossiers, mais juste d'accéder aux informations. Donc là aussi, c'est une logique qui va être mise en place un peu propre à chaque utilisateur. C'est pour ça que je dis que ces parcours se construisent avec les utilisateurs de façon collaborative, c'est-à-dire qu'on va essayer ensemble de construire l'outil qui répondra et qui sera taillé sur mesure pour leurs besoins. Donc, pour ça, ça reprend un peu là rapidement les 4 grandes étapes qui nous permettent d'aboutir à ce dossier qui est personnalisé. Donc, essayer de le faire calquer à des process et des besoins qui vont être spécifiés. Personnaliser l'outil, comme on l'a vu là, avec les différentes fonctionnalités. Il y en a qui veulent du chat, il y en a qui veulent du PPS, puis d'autres qui n'auront pas besoin d'avoir accès à l'équipe de prise en charge. Enfin, chacun a des besoins un peu spécifiques. Donc, l'outil sera paramétré, personnalisé par rapport à ses besoins. Et puis ensuite, il y a toute la partie accompagnement, donc accompagnement plus sur la prise en main de l'outil pour les utilisateurs directs. Et puis après, derrière, il y a un second volet, toute la partie déploiement de l'outil sur le terrain, où là, il va y avoir de l'accompagnement aussi au changement pour la prise en main des équipes et continuer de faire évoluer l'outil en fonction de l'évolution des pratiques aussi. Ça a été le cas notamment avec la PTA. Donc, comme le disait Annie, aujourd'hui, l'outil est principalement utilisé par la PTA, qui est composée de différents réseaux. Chacun de ces réseaux a mis en place un dossier qui lui est propre, avec ses spécificités, avec ses propres questionnaires d'évaluation, avec ses propres questionnaires de suivi. Aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser en vue du DAC. L'outil va du coup aussi évoluer pour correspondre à leurs nouveaux usages et leurs pratiques qui va être plus collaborative dans ce sens-là. Pour donner un exemple, parce qu'on n'avait pas forcément le temps aujourd'hui d'aller dans un dossier, de rentrer un peu en détail de comment ça fonctionne, rapidement, ce qu'on appelle dans le dossier la vue 360, qui est un peu le tableau de bord d'un dossier de coordination. Voilà comment ça se présente. Donc, on a les informations sur le patient, sur son équipe de prise en charge. On va retrouver différentes fonctionnalités, comme on a pu le voir tout à l'heure, des observations, la possibilité donc de laisser des notes dans le dossier, un suivi de constante, le chat, l'accès aux documents. Et voilà, ça, ce dossier, avec les onglets qui sont représentés là et avec les différentes boîtes qu'on voit sur cet écran, tout ça, c'est personnalisable. Ça, c'est typiquement la vue qui a été mise en place pour le réseau Réucar. Aujourd'hui, eux, ils ont besoin de ces informations-là. Donc, c'est ces informations-là qu'on a mis à disposition dans un dossier pour eux. Les autres réseaux ou un médecin ou une MSP pourraient avoir des besoins différents et un dossier qui serait construit un peu différemment. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter rapidement un peu ce dossier et de vous dire que cette personnalisation permet du coup de pouvoir s'adapter aux usages et aux besoins de chaque population d'utilisateurs et de chaque spécificité. Je crois que c'est l'application. Je te laisse. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est ça, Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on voit normalement. C'est clair, c'est limpide, tout le monde est... Après, il y a un terreau écrit. Hein. Vous n'avez pas de questions? Donc, Thesis Connect, on a essayé de vulgariser, hein, vous avez bien compris. Ça collecte avec des flux automatisés, ça stocke, ça sécurise, ça redistribue en fonction des préférences. Et franchement, pour la région, c'est une vraie aubaine, une vraie opportunité pour alimenter en masse le dossier médical personnel, enfin le DMP, vous l'avez compris, et booster les usages de la messagerie. Donc, en ce sens-là, on sert aussi, c'est aussi notre mission, à la stratégie nationale de santé, en rendant cohérents et pertinents les outils nationaux comme l'espace de santé, mon espace de santé, le DMP, la MSS. Et voilà, et les outils de coordination qui sont
alors nous, on appelle ça des outils de coordination, mais vous avez bien compris, c'est des outils collaboratifs qui permettent en temps réel d'interagir sur des données, de produire des données et de communiquer efficacement entre professionnels de santé. Voilà, donc c'est bien des outils complémentaires et un peu plus pointus qui servent dans certains contextes d'usage. Le stockage des informations se fait à La Réunion, je suppose? Oui, le stockage, alors comme le DMP, c'est stocké dans un data center certifié hébergeur de données de santé. En l'occurrence, c'est celui qui est opéré par le GCS Thésis et concrètement, il est situé à La Réunion chez l'un de nos membres, en l'occurrence dans l'hôpital de l'Est, au GHER. Ok. Vous pourriez vous interroger, j'anticipe vos questions, hein, sur, tiens, il y a le DMP, les données sont dans le DMP, pourquoi ils stockent au niveau régional? Déjà, on a un historique de plusieurs années, donc il y a énormément de data au niveau régional, mais derrière, l'objectif, c'est au gré du peuplement et de l'alimentation du DMP à laquelle on contribuera, et qu'on démontrera et on arrêtera de stocker régionalement pour aller pointer et récupérer ce qu'il y a dans le carnet de santé, dans le dossier médical personnel, pour pouvoir afficher ces données dans les outils de coordination. C'est la stratégie validée avec la direction du numérique en santé, avec le ministère, un peu progressive, où à la fois on contribue à alimenter le DMP et on arrêtera de stocker localement quand il y aura suffisamment de DMP et suffisamment de DMP peuplés avec des documents pour aller afficher, exposer ces documents du DMP dans les outils régionaux pour servir la prise en charge et la coordination des soins. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? On est presque terminé. On arrive à la cerise sur le gâteau. Ou la cerise sur le sundae. Sur le gâteau patate, on dit normalement. Hein. Pardon? La cerise sur le gâteau patate. Chez nous, on dit la cerise sur le sundae. C'est autre chose. C'est plus riche encore. Voilà, donc ce qui était attendu depuis longtemps, c'était l'application mobile, parce qu'on a vite été confrontés pour la coordination autour des parcours de soins à la communication avec les infirmiers libéraux, entre autres. Mais il y a également les diététiciens, les masseurs-kinés, tous ceux qui font du domicile. Et donc, depuis janvier, on déploie l'application mobile LienLab, donc qui permet aux professionnels d'accéder à l'essentiel de la coordination en mobilité. Donc, on retrouve donc un minimum de fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités liées aux documents, donc l'accès aux documents ou la possibilité d'ajouter des documents qui sont disponibles finalement dans Connect. Pour le professionnel, à condition qu'il soit destinataire du compte-rendu ou qu'il ait été ajouté dans une équipe de prise en charge dans un parcours avec OIS 360 ou lien parcours. Aujourd'hui, avec les infirmiers, on déploie surtout pour le chat, donc entre professionnels, autour d'un patient, notamment autour d'un patient. Vous savez, c'est la fonctionnalité qui a été déployée pour le suivi à domicile des patients qui sont COVID+. Donc, tout ce dispositif qui a été mis en place en début d'année pour les infirmiers libéraux pour aller au domicile du patient et évaluer les conditions d'isolement. Donc, dispositif qui a été mis en place avec la CGSS. Voilà. Et puis, ça permet aussi d'accéder à l'équipe soignante aujourd'hui. C'est vraiment très, très basique comme fonctionnalité, mais c'était aussi volontaire pour que ça reste très simple d'utilisation. Donc, en résumé, c'est une application mobile de communication et de coordination professionnelle de santé de La Réunion. Aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est d'arriver à remplacer l'utilisation de WhatsApp pour les échanges instantanés entre infirmiers, mais aussi entre infirmiers et médecins. Et parce que l'application permet, déjà, par rapport à ce qu'on a en ligne sur le web,
Bon, sur la plateforme OIS, bon, faut se connecter de manière forte, soit avec la carte CPS ou avec l'identifiant mot de passe code à usage unique. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu lourd pour certains. L'application mobile permet de s'authentifier de manière simplifiée. Une fois qu'on a fait la première connexion, on peut se connecter soit avec l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ou encore avec un code PIN, hein, comme on fait avec d'autres applications, notamment le site de notre banque, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est très apprécié des professionnels qui connaissaient déjà nos outils. Et donc, comme je disais, donc la messagerie instantanée, le chat permet des conversations à deux ou en groupe autour d'une thématique ou d'un patient. On peut aussi recevoir ou envoyer des documents ponctuellement, hein, comme ça. Évidemment, ces documents dans une conversation ne seront pas historisés dans le dossier patient qui existe aujourd'hui. Et aussi, ce qui est très apprécié, c'est qu'ils ont accès à l'annuaire partagé et mis à jour. Donc, on peut rechercher un professionnel qui a été renseigné dans la base régionale des professionnels qui est gérée ici. Et voilà, donc on peut facilement retrouver les correspondants. Par contre, pour communiquer avec lui, évidemment, il faut qu'il y ait l'application. Donc, on est dans une phase où on veut déployer le plus largement possible sur le territoire auprès des infirmiers et des médecins dans un premier temps, parce que c'était le besoin, c'est la demande. Et voilà. Après, il y a aussi, pour les médecins aujourd'hui qui utilisent Lien et autres, hein, ils ont la possibilité de consulter les comptes rendus qui sont dans Connect sur l'application mobile. Donc, qui sont historisés et classés par patient. Ils peuvent aussi ajouter des documents. Donc, c'est toujours pareil, on a cette gamme d'outils Lien qui permet différentes fonctionnalités, notamment la possibilité de consulter les comptes rendus. À terme, ce sera les comptes rendus où qu'ils soient, comme disait Antoine. Aujourd'hui, c'est dans Connect. À terme, ce sera dans le DMP. Donc, pour l'application mobile, je ne sais pas s'il y avait des questions sur l'application mobile. Moi, j'ai une question du coup. Oui. L'application mobile, elle est disponible, par exemple, pour tous les médecins qui sont déjà adhérents à Lien, c'est ça? Comment ça marche en fait à la base pour s'inscrire à Lien? Oui, donc la question, c'est comment on peut déjà s'inscrire à Lien et comment on peut avoir l'application mobile. La première chose, il faut avoir un compte OIS Pro. Donc, c'est vrai qu'au début, dans notre démarche de communication, on incitait tout professionnel à télécharger Lien Lab sur les stores. Donc, il faut vraiment que les professionnels recherchent Lien Lab dans les stores. Par contre, s'ils n'ont pas de compte OIS Pro, ils ne pourront pas se connecter. C'est les identifiants OIS Pro qui permettent de se connecter. Donc, aujourd'hui, c'est facile pour nous de déployer l'application pour les professionnels, par exemple, les près de 650, 700 médecins généralistes qui ont un compte OIS Pro et les autres. C'est assez simple. On leur amène une plaquette, ils peuvent scanner le QR code et télécharger l'application. Par contre, pour ceux qui n'ont pas de compte OIS Pro, on s'y prend différemment. On ne demande pas de télécharger l'application. On leur demande de s'inscrire d'abord. Et après, nous, une fois qu'ils sont inscrits, on peut les contacter, les accompagner à télécharger l'application. Parce qu'on voit bien, ça fait quand même quelques étapes. Et depuis 4-5 ans qu'on travaille avec les professionnels, il faut quand même bien les suivre, bien les accompagner parce qu'ils sont, surtout en ce moment avec la crise sanitaire, ils sont débordés, ils sont plus ou moins à l'aise avec l'informatique. Donc, nous, aujourd'hui, si vous voulez nous aider à déployer l'application mobile, par exemple, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très attendu et qui peut vraiment rendre service, on vous fournira la petite plaquette Lien Lab qui est disponible en format numérique que j'ai transmis aussi au Dr Miranda. Et éventuellement, au niveau de la CGSS, si vous voulez nous aider à déployer l'application mobile parce que je pensais que ça peut vraiment aider la communication et la coordination des professionnels, en tout cas pour des échanges instantanés. On vous fournira pareil cette petite plaquette. On peut aussi la faire imprimer, mais vraiment sur la petite plaquette, on explique clairement qu'il faut s'inscrire sur pro.ois.re. C'est assez simple et une fois qu'ils sont inscrits, on les recontacte pour voir un peu quels étaient leurs besoins. Et si c'est pour l'application mobile, on les accompagne pour le téléchargement. Ça paraît simple, ça paraît un peu bizarre d'accompagner des professionnels pour télécharger une application, mais c'est juste que ça s'ajoute à tout ce qu'ils doivent faire au quotidien.
Et on voit bien que pour que ça prenne, il faut bien les accompagner. Donc ça a toujours été comme ça. Donc à la question, ben oui, c'est que les professionnels qui ont un compte OISPRO qui peuvent avoir accès à Lien Lab, à Lien. Par contre, dans Lien, ils n'auront pas accès au compte rendu s'ils ne sont pas destinataires. Donc, évidemment, ce n'est pas open bar, tout le monde a accès au compte rendu. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'application mobile? Ou sur l'ensemble de ce qu'on vient de vous présenter? Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, peut-être juste un petit récapitulatif. Donc, vous voyez, on revient ici sur Connect, qui est alimenté par les différents établissements à La Réunion. Et en termes d'outils, on parle de la gamme Lien aujourd'hui. Donc, Lien Doc, Lien pour la coordination courante. Hein. Donc, vous avez ici un résumé des fonctionnalités pour chaque outil. Donc, dans OIS 360, il y a la possibilité d'avoir toutes les fonctionnalités, comme l'expliquait Aurélie. Après, si on parle, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut remettre en contexte la présentation d'aujourd'hui, c'était à la suite d'une réunion que vous aviez eue pour les CPTS. Donc, c'est vrai que nous, jusqu'à maintenant, quand on rencontre les CPTS, on leur dit peut-être ça peut être une bonne idée de commencer avec un minimum de fonctionnalités pour voir ce qui peut répondre sur le territoire pour la coordination des soins. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir l'ensemble des fonctionnalités. De toute façon, c'est des choses qu'Aurélie pourra voir avec eux, mais que ce soit une MSP, CPTS ou autre, l'outil de coordination peut être adapté à leurs besoins. Et puis, dans l'application mobile, voilà, c'est un minimum de fonctionnalités pour bien fonctionner en mobilité ou domicile du patient ou autre. Donc ça, c'est pour la gamme d'outils liens qui, on le rappelle, permet, il y a un ensemble de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, il y a l'accès aux documents aujourd'hui qui sont présents dans Thésis Connect et à terme, probablement dans le DMP. Donc ça, c'est où que soient les documents pourront y accéder. Oui. Une petite précision aussi, je rajoute, je ne sais pas si ça transparaît dans ce qu'on présente, mais ces outils récupérant les données d'une même base, c'est bien sûr les mêmes informations qu'on retrouve sur ces outils, sur des interfaces différentes. C'est-à-dire que si je lance un chat sur mon téléphone via l'application, je retrouverai mon message dans mon dossier dans OIS 360 et sur le lien, si ça existe. De la même façon, si j'ai un document qui est arrivé du CHU sur Thésis Connect, c'est le même document que je retrouverai dans OIS 360 que sur l'application, que dans Lien. On est bien sur on les affiche dans des outils qui sont différents pour répondre aux usages des utilisateurs, mais c'est bien les mêmes informations qu'on retrouve à chaque fois. Donc, c'est aussi une façon de mieux répondre aux besoins de chacun en fonction de, voilà, moi je travaille plutôt derrière un bureau, moi je suis beaucoup en mobilité, donc j'ai besoin d'une application, mais c'est bien les mêmes informations, les mêmes données qu'on retrouve dans des endroits différents. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'on se dit toujours, on fait des présentations comme celle-ci, mais il n'y a rien de mieux qu'une prise en main par les professionnels qui sont concernés pour bien apprécier, on va dire, ce qui peut être proposé. Est-ce qu'il y avait des questions jusque-là? Ça va? On a presque terminé. Moi, j'ai encore une question du coup, sur OIS Pro. Oui. Pour se créer un compte, donc il faut être un médecin installé, ou alors par exemple un médecin qui est remplaçant ici pendant 2-3 mois, il peut aussi se créer un compte et avoir accès aux documents. Bon, après, oui, tout professionnel de santé peut se créer un compte, mais c'est vrai que pour un médecin remplaçant, si lui se crée un compte, il n'aura pas accès au compte rendu parce qu'il ne sera pas destinataire en tant que remplaçant. Il ne sera pas destinataire des comptes rendus. Donc, souvent, dans un cabinet, le médecin remplaçant va se connecter aux différentes applications du médecin qui remplace avec ses identifiants à ce médecin qui remplace. Ouais, okay. Après, il y a beaucoup de remplaçants qui se créent des comptes pour avoir accès à d'autres outils, d'autres services comme la messagerie sécurisée. Éventuellement, si c'est un médecin remplaçant qui sait qu'il va rester
à la réunion et qui n'a pas encore d'adresse mail et qui sait qu'à un moment donné, il va utiliser les outils OISPRO, il peut se créer une messagerie sécurisée et ça lui sera déjà utile. Et voilà, donc c'est vrai que pour la question de qui peut s'inscrire sur OISPRO, en général, tous les professionnels qui ont un numéro RPPS ou ADELI et même aujourd'hui, tous les professionnels qui font de la coordination au sein de la PTA. Et là, vous savez que va arriver là, le RPPS+, qui est le portail qui permettra aux autres professionnels qui n'étaient pas enregistrés dans le RPPS de pouvoir être enregistrés, de pouvoir être reconnus. Et finalement, chez nous, ces gens qui auront un RPPS+, pourront ensuite créer un compte WISPRO. Après, c'est toujours pareil. On a la matrice d'habilitation pour les documents qui est la même que celle du DMP. Donc, les professionnels, imaginons là, avec le RPPS+, on a des secrétaires qui pourront s'enregistrer au RPPS+. Donc, pour info, nous, on sera une autorité d'enregistrement, hein, c'est tout nouveau. Donc, on pourra, pour les professionnels qui travaillent avec nous, en tout cas, et qui nous contacteront, on pourra faire la démarche avec eux pour qu'ils soient enregistrés au RPPS+, et ainsi se créer un compte WISPRO. Et c'était une forte demande, par exemple, pour Lienlab, dans les cabinets infirmiers, comme ils ont l'habitude avec la secrétaire de travailler sur WhatsApp, parce que la secrétaire reçoit les demandes pour aller voir des patients, et après, elle dispatche auprès des différents infirmiers du cabinet. Pour remplacer cet usage WhatsApp qui n'est pas adapté pour le partage de données de santé, ils veulent bien basculer sur Lienlab, mais pour ça, il faut pouvoir créer des comptes secrétaires. Et pour pouvoir créer des comptes secrétaires, on a demandé de manière accélérée de faire partie de l'expérimentation pour l'enregistrement au RPPS+. Donc, c'est en train de se faire. Donc, on est très heureux de ça parce que les choses s'accélèrent. Et voilà, on pourra créer des comptes aux secrétaires et leur permettre d'échanger de manière sécurisée ces informations qui, aujourd'hui, transitent par des applications qui ne sont pas adaptées pour le travail des professionnels de santé. Bon. Ah, voilà, il y a une question ici sur... alors, Madame Lucie, vous pouvez réactiver vos micros aussi, hein, si vous voulez. On arrive à la fin. Il nous reste juste à présenter un petit peu la MSS qu'on propose ici au niveau régional et la visio. Mais n'hésitez pas à réactiver vos micros. Oui. Bon, moi, je vais poser ma question en direct. En fait, nous, à la CGSS, on a accès à ce qu'on appelle le RPPS, hein, tout simplement. Donc, le fichier que les ordres enregistrent pour chaque professionnel. On aura accès au RPPS+, ou pas du tout? C'est complètement quelque chose à part? Je vais poser la question, mais j'imagine que oui. Mais ouais, la réponse, Marie? Oui, je pense qu'à un moment donné, l'interface pour nous va être complétée. On y aura accès également. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est tout nouveau pour nous, ce sujet. Donc, je prends bien note de votre question, mais bon, a priori, avec Marie, on se dit qu'on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas accessible. Ouais. Mais il faut vérifier. On va vérifier auprès de nos collègues qui sont sur le sujet. Et ok, très bien. Ok, à notre niveau, on vérifiera également. Et donc, voilà, donc peut-être juste, parce que là, c'est vrai qu'on vous a présenté le service régional de coordination, mais il n'y a pas que ça au niveau des outils qu'on propose aujourd'hui aux professionnels de santé et qui sont quand même très demandés. Donc, il y a la messagerie MS Santé et la téléconsultation. Et là, c'est pareil, on pourra vous transmettre cette plaquette des outils numériques régionaux pour que vous puissiez la transmettre aux professionnels avec lesquels vous travaillez. Si vous voulez parler de ce qui est fait chez Etesis, on peut vous transmettre ces informations-là. Après, bon, ça reste quand même assez dense, mais ça peut donner en un coup d'œil une idée de ce qu'on peut proposer aux professionnels. Donc, voilà, ça, c'était une demande des professionnels d'avoir un outil de téléconsultation en toute simplicité. Donc, Visio basique. On avait un service qui s'appelait Visio Pro. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que normalement, on ne va plus le déployer. Donc, bon, ça, on en reparlera. Mais aujourd'hui, on voulait surtout vous présenter Visio basique, juste pour que vous voyez. Ça, c'est aussi un outil, un service qui est accessible depuis OISPRO. Donc, le professionnel, par contre, sur ordinateur,
se connecte sur pro.ois.re, il a un compte, il a directement accès à cet outil de téléconsultation. Donc, qui est très simple. Il clique sur la brique sur son bureau virtuel OIS Pro. L'application s'ouvre et à ce moment-là, le professionnel n'a qu'à renseigner le numéro de téléphone portable du patient pour lancer la téléconsultation. Le patient reçoit sur son smartphone un SMS avec un lien. Donc, il a juste à cliquer sur le lien et avec son téléphone portable, ça lui permet d'activer son micro et son appareil photo pour rentrer en téléconsultation. Donc, il y a des infirmiers qui nous ont dit qu'ils trouvaient ça très pratique parce que pour certains qui ne pouvaient plus aller au domicile, ils avaient dû aller installer Skype sur le téléphone du patient pour pouvoir après échanger par Skype. Et donc, voilà. Une fois que le patient est bien connecté, la consultation est lancée. Voilà, c'est tout simple et assez facile à prendre en main. Il suffit, par contre, pour le professionnel, d'avoir une webcam. Ça peut paraître très basique, mais beaucoup de professionnels ont des postes fixes, ils n'ont pas de PC portable et ils ne sont pas équipés de webcam. Donc, voilà. Mais bon, ça fait partie des petites choses qu'on voit avec eux. Je pense que la CGSS aussi, vous avez été confronté à des choses comme ça si vous avez été sollicité pour la téléconsultation. Est-ce qu'il y avait des questions sur la visio qui est proposée? En termes de sécurité, l'application Visio est plus sécurisée que quelque chose comme WhatsApp ou c'est équivalent? Oui, c'est plus sécurisé parce que ça passe par notre plateforme qui est sécurisée et qui est hébergée sur le data center, certifié hébergeur de données de santé. Et WhatsApp pour partager. Par contre, oui, WhatsApp, normalement, je ne sais pas vous au niveau de la sécurité sociale, est-ce que c'est encore quelque chose qui peut être utilisé? Nous, on a comme consigne au niveau du national même lorsqu'il y avait au départ le contexte sanitaire difficile et qu'il a fallu mettre en place parfois des contacts via ce genre d'outils, le national nous a dit de ne plus utiliser WhatsApp. Oui, voilà. Nous, on nous conseille plutôt Starleaf. D'accord. Starleaf. OK. En tout cas, après, c'est vrai, là, aujourd'hui, si jamais vous avez des professionnels qui se demandent quel outil utiliser, nous, c'est vrai que Visio, c'est gratuit. Comme l'inscription sur pro.ois.re, c'est gratuit. L'accès à Visio est gratuit. Après, c'est très simple, c'est seulement une visioconférence. Le professionnel qui veut que ce soit intégré avec son logiciel, nous, on lui dit clairement, il vaut mieux qu'il voit avec son éditeur de logiciel parce que s'il veut que des comptes rendus soient générés, qu'ils soient stockés dans son logiciel, évidemment, nous, on n'est pas là pour répondre à ce besoin-là, comme c'est déjà fait par ailleurs. Voilà. Après, si le professionnel n'a pas de caméra, pas de webcam, concrètement, il peut quand même faire sa visio, parce que lui, il voit le patient. C'est le patient qui ne le verra pas. Oui, mais après, le problème, souvent, c'est que s'il n'y a pas de webcam, il n'y a pas de micro non plus. Donc là, c'est embêtant, par contre. Et j'entends. Après, pour le patient, je pense que c'est quand même plus sympa de voir son professionnel. Mais normalement, en plus, avec le forfait structure, on a bien compris, le professionnel, il y a des financements pour pouvoir s'équiper pour faire de la téléconsultation. Avec le forfait structure, la CGSS. Donc, bon, après, voilà, les besoins de visio, pendant le premier confinement, c'était très, très important, mais là, on dirait que, voilà, ça reprend un peu les consultations en présentiel et il y a un besoin, mais qui semble un peu moins important qu'au début de la crise. Donc, la messagerie sécurisée de santé, je pense que vous connaissez, hein? Donc, ça permet d'échanger
entre professionnels de santé tout en garantissant la sécurité des échanges de données de santé de leurs patients. Donc, la MS Santé, c'est pour qui? C'est pour les professionnels jusqu'à maintenant qui disposaient d'un numéro RPPS ou ADELI, mais ce sera ouvert aussi à ceux qui auront un RPP, qui sont enregistrés au RPPS+. Et donc, aujourd'hui, on a plusieurs professionnels qui ont décidé de créer une messagerie MSS OIS. Donc, vous voyez ici, donc l'espace de confiance MSS, c'est toutes les messageries qui se terminent par mssanté.fr. Donc, évidemment, la Mail-list, qui est la messagerie des ordres nationaux, qui a été mise en place au national avec l'ANS. Anciennement, c'était l'ASIP Santé. Et donc, la MSS OIS, qui est aussi une messagerie qui fait partie de cet espace de confiance. Et il y a aussi d'autres messageries de d'autres opérateurs. Et notamment, maintenant, ApiCrypt V2 qui permet aux professionnels, sur leur espace ApiCrypt, de générer une adresse ApiCrypt Interop MS Santé. Donc, ce qui fait que finalement, avec la MS Santé, tous les professionnels peuvent échanger entre eux. Donc, si on a un compte MSS OIS, on ne peut pas communiquer qu'avec de la MSS OIS. On peut communiquer avec tous les professionnels qui ont de la MSS. Et depuis leur webmail, ou même depuis leur logiciel, hein, les professionnels, ils ont parfois la messagerie intégrée dans leur logiciel, ils ont accès à l'annuaire national MS Santé, où ils retrouvent leurs correspondants, seulement en tapant leur nom, prénom et en vérifiant l'adresse, ils peuvent avoir accès à leur adresse de messagerie sécurisée. Donc ça, c'est... Plusieurs professionnels, c'est révolutionnaire, notamment les spécialistes libéraux, parce qu'avant, ceux qui voulaient envoyer par mail, ils galéraient à trouver des adresses mail et bon. Et en plus, bon, c'était pas sécurisé. Donc, tout ça pour dire qu'ici, aujourd'hui, pourquoi il y a des professionnels qui ont décidé de créer de la MSS OIS? Ben, c'est tout simplement, encore une fois, pour avoir tout sur OIS Pro. Donc, on se crée un compte sur OIS Pro, donc la plateforme régionale. On a accès au service régional de coordination, lien, entre autres, pour avoir accès aux comptes rendus qui sont disponibles dans Connect, mais aussi avoir accès à l'outil de visio, gratuitement, et sa messagerie sécurisée. Donc, avec une seule connexion, avec identifiant, mot de passe, code à usage unique ou encore la CPS, j'ai accès à toutes mes applications santé. Si elles ne sont pas intégrées dans mon logiciel, c'est pratique. Alors que pour d'autres, ben, ils ont décidé de créer la Mail-list parce que c'était intégré dans leur logiciel métier, ou encore parce qu'ils n'étaient pas encore sur OIS, ou voilà, pour différentes raisons. Hein. C'est vrai que voilà, on avait jusqu'à maintenant à peu près 50% des professionnels de ville qui avaient de la MSS OIS et l'autre 50% de la Mail-list. Mais surtout, ce qui nous distingue, on va dire, du service qui est proposé au niveau national, la Mail-list, c'est qu'on peut proposer de la messagerie de groupe. Donc, par exemple, dans une petite structure et dans le médico-social, entre autres, avant qu'ils fassent partie de l'expérimentation MS Santé, ils pouvaient créer une messagerie de groupe pour un service. Et la seule condition, c'est qu'il fallait que le responsable de la messagerie de groupe ait, lui, un numéro RPPS ou ADELI, un identifiant national. Donc, par exemple, un médecin du service qui est responsable de la boîte organisationnelle, de la messagerie de groupe. Et puis après, différents professionnels qui sont rattachés à cette boîte et qui peuvent y avoir accès en passant par le site OIS Pro. Donc, voilà. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on déploie le plus, là, aujourd'hui. Parce qu'avec Thesis Connect, par exemple, certains cabinets de ville où ils sont 2, 3 ou 4 médecins, ils souhaitent recevoir les comptes rendus sur une seule messagerie. Et donc, dans les préférences de réception qu'ils nous communiquent, plutôt que de dire, ben voici mon adresse Mail-list ou mon adresse MSS OIS personnelle, je mets plutôt l'adresse du cabinet. Comme ça, ma secrétaire va recevoir sur la messagerie du cabinet. Elle a accès, parce qu'elle est couverte par le responsable de la messagerie qui est le médecin, par exemple. Donc, ça permet à la messagerie de groupe de centraliser la réception des comptes rendus sur une seule messagerie et faciliter le travail de la secrétaire. En attendant l'intégration de la messagerie dans tous les logiciels. N'hésitez pas, hein, on donne beaucoup d'informations. Voilà, donc pour la messagerie sécurisée, donc rapidement,
Voilà, on est à plus de 4200 professionnels qui ont de la messagerie à La Réunion. Donc, 1650 ont de la MSSOI. Donc, là, on est à moins de la moitié. Et puis, sur La Réunion, c'est 80% des médecins libéraux qui ont de la messagerie, près de 70% des infirmiers. Les pharmaciens, on est à 80%, masseurs-kinés aussi, sages-femmes aussi. Donc, c'est assez bien déployé. Après, pour l'utilisation, bon, ça va dépendre. On voit vraiment, chez les médecins, c'est beaucoup plus ancré que pour les autres professionnels. Donc, voilà. Donc, ça dépend des besoins, de l'équipement. Mais disons que les médecins, de par aussi la campagne des délégués de l'assurance maladie en 2017, si je ne me trompe pas, c'est vrai qu'il y a eu une bonne sensibilisation des médecins pour s'équiper en messagerie sécurisée. Et là, ça va ne faire que s'accélérer. Voilà, pardon, ça, c'était pas prévu, une nouvelle capture. Mais voilà, cette idée ça change un petit peu, mais voilà, la OIS Pro, c'est le site sur lequel vous pouvez renvoyer les professionnels pour s'inscrire. Donc, c'est un petit peu changer la page, c'est pro.ois.re. Et on vous enverra la petite plaquette des services pour que vous puissiez transmettre si vous en avez besoin.